Bonjour et bienvenue sur VP APAC, le podcast qui s'intéresse à l'ouverture des marchés de la zone Asie-Pacifique pour les entreprises du digital et de l'innovation. Bonjour Catherine, ravi de te revoir, même si c'est en remote cette fois-ci. Hello Martin, ravi de te voir aussi en remote. Ok, donc ma quatrième invitée pour ce podcast VP APAC, sur lequel on essaye de comprendre le rôle, le profil, les envies des personnes qui ont lancé et développé des business dans l'innovation et dans le digital en Asie. Et donc nous, on s'est connus dans le cadre de French Founders, alors qui est un réseau assez particulier dont tu vas nous parler un petit peu, que tu as quitté il y a pas longtemps, en tout cas dans la partie opérationnelle, tu es revenu à Paris, mais qui est un bon réseau pour parler des VP APAC et de l'expansion internationale. Donc peut-être si tu peux juste te présenter en quelques minutes pour qu'on comprenne ton profil et où tu es, ce que tu fais maintenant. D'accord, avec plaisir. Catherine, j'ai un parcours qui est assez varié et assez divers, mais avec un fil rouge qui est, je dirais, l'entrepreneuriat et le développement de individus, équipes, entreprises. J'ai commencé ma carrière plutôt dans les études marketing, puis dans le marketing digital, puis dans l'influence et pour atterrir là, on s'est rencontrés, donc en charge de French Founders, alors d'abord aux US, puis après en Asie Pacifique. Et je suis maintenant depuis 6 mois chez Palo IT, qui est une entreprise qui design et conçoit des assets digitaux worldwide, avec 2 rôles chez Palo IT, un rôle qui est global sur les partenariats et alliances stratégiques et un rôle local, puisque je suis aujourd'hui en charge de la France. D'accord, donc une double casquette, on va dire, géographique et fonctionnelle, comme on les aime, Exactement. des doubles matrices. Super. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, alors, est-ce que tu as eu une expérience aux États-Unis et en Asie? Alors, on considère que l'Europe, c'est plus proche de nos auditeurs, c'est un peu moins l'étranger. Comment tu vois ces deux grands marchés et pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui, je pense, ont plutôt souvent pensé aux US avant de penser à l'Asie, comment tu peux les aider à différencier un petit peu ces deux grands marchés? Alors, je dirais qu'il y a un point commun entre les deux marchés, et c'est le seul, et qui est un point qui est pour moi assez différent avec la France, c'est que ce sont 2 marchés dans lesquels les choses se passent très rapidement. La France est un marché qui est un peu plus lent. En tout cas, l'Europe est un marché un peu plus lent. Là où l'Asie, globalement, et les US sont plus rapides. Ensuite, je pense que les US et l'Asie sont des marchés qui sont hyper différents. À tout point de vue, culturellement, culture de travail, culture perso, etc. Je comprends pourquoi est-ce qu'on va aux US aujourd'hui. Je me suis longtemps posé la question de pourquoi est-ce que les gens préfèrent aller, enfin pourquoi est-ce que les startups regardent les US plutôt que l'Asie, jusqu'à ce que je mette le pied en Asie. Et quand j'ai mis le pied en Asie, j'ai compris pourquoi. En fait, si tu veux, moi ma vision c'est que les US, d'abord ça semble très familier. Euh, Parce que on parle à peu près tous anglais, plus ou moins bien, mais on parle à peu près tous anglais. C'est un pays qui est ultra familier parce que on baigne dans la culture US. On est perfusé de séries, produits. Donc on est déjà quasiment des Américains. Je suis pas sûre que tout le monde apprécierait beaucoup ça, mais en tout cas, c'est très familier. C'est très exploré aussi déjà. C'est-à-dire que des retours d'expérience de dirigeants qui ont monté des boîtes aux US Ouais. ou qui ont investi aux US ou qui ont une expérience US, il y en a pléthore sur le marché. Donc tout ça fait que c'est un marché vers lequel on va naturellement. Et puis, n'en déplaise à nos amis américains, c'est un tout petit marché. Là, c'est Euh, intéressant de dire ça. On dit souvent, c'est le marché, pas monolithe, mais quand même le grand marché quand tu veux notamment passer à l'échelle et que tu vends de la technologie, parce que tu as besoin de ce big bah, numbers. c'est Donc, sûr après, que ouais. à côté de la France, c'est un gros marché. Mais quand tu regardes l'Asie, l'Asie, c'est gigantesque. Je veux dire, il y a autant d'habitants en Indonésie qu'aux États-Unis quasiment. Ouais.
déjà, ça te remet les États-Unis un peu ailleurs sur la carte. Euh, et en fait, l'Asie, quand tant qu'il n'y a pas mis les pieds, tu comprends pas. L'Asie, c'est ultra multiple. En général, quand les gens parlent de l'Asie, déjà ils parlent de la Chine, et quand ils parlent de la Chine, ils savent pas de quoi ils parlent. La Chine, c'est pas un pays. La Chine, c'est une multitude de pays. Le nord et le sud, c'est pas pareil. La côte qui a accès à la mer et les terres, c'est pas pareil. Les grandes villes et la campagne, enfin il y a le rural et le citadin sont pas pareils. Shanghai et Pékin, c'est des logiques différentes. Donc rien que la Chine, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grand que les US. Et puis après, t'as plein de pays avec des logiques très différentes. Le Japon et la Chine, c'est pas pareil. Alors, après, tu vas pouvoir faire des ensembles. Tu vas pouvoir faire un ensemble Corée-Japon, par exemple, ou Thaïlande-Vietnam, ou Philippines. Mais l'Asie, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup moins connu. Et je trouve, ce que je trouve intéressant d'un point de vue business, c'est que tu as des marchés qui vont te permettre de tester et ensuite de scaler. Toi, tu es à Singapour, moi j'étais à Hong Kong, mais je trouve que ce sont deux marchés qui sont petits, mais qui sont un peu des antichambres de l'Asie. Alors un de l'Asie du Nord, l'autre de l'Asie du Sud-Est, mais qui permettent d'aller tester des business models, une attractivité, etc. Et ensuite, si ça marche dans un de ces deux pays-là, bah, tu te dis, bah, c'est un bon endroit pour rayonner. Mais je pense que c'est vraiment deux marchés très très différents. Un qui est familier, connu, enfin familier personnellement ou professionnellement, parce que tout ce que j'ai dit auparavant, et l'autre qui est l'inconnu et qui est énorme. Ouais, c'est bien. Et c'est intéressant d'avoir ton découpage entre les côtes, les terres, les villes, la province. On est dans des environnements qui sont pas développés de la même manière, ou en tout cas Mmh. avec le même degré d'homogénéité que ce qu'on peut avoir aux US ou en Europe, quoi qu'on a aussi des différences dans ces pays-là, mais c'est des points de vue intéressants. Tu as parlé, c'est intéressant, de la partie, la vitesse qui te semble être le point commun entre les US et l'Asie. Donc quand on parle de VP APAC et de développement commercial, on a besoin de vitesse. Mais si on reprend ce miroir et qu'on regarde ce qui se passe en France notamment, qu'est-ce qui te semble être le point culturel qui fait que c'est un peu moins rapide? Que c'est vrai que typiquement le truc qui est toujours un peu phénoménal quand on va en Asie, et je pense que c'est le même aux US, quand tu prends un rendez-vous, ton rendez-vous, tu l'as rapidement, généralement la semaine d'après. Quand tu retournes en France, un rendez-vous, c'est dans le mois, c'est pas dans la semaine. Dans le Qu'est-ce que tu meilleur peux des cas. savoir? Ouais, quand c'est bien fléché, on va dire. Qu'est-ce qui te semble être la raison de cette, je vais pas dire cette lenteur, mais de cette prise de temps? Écoute, alors si j'avais la réponse, j'aurais craqué le truc et ça m'arrangerait bien, mais c'est pas le cas. Ce que je pense, c'est que l'Europe est le lieu du temps long et de la réflexion. Et si tu veux, quand je vois des choses comme GRPD, CSRD apparaître, c'est exactement, pour moi, c'est symptomatique de ça. Ou en tout cas, c'est la concrétisation de ça. C'est que en France et en Europe, au sens, enfin, plus largement, on prend le temps de réfléchir, de se poser, euh, de peser le pour et le contre. Donc, il y a une intellectualisation plus forte. Et je fais le parallèle aussi entre les langues. C'est que si tu regardes les langues du business, les langues rapides, les langues efficaces, c'est l'anglais, c'est le chinois. Là où le français, l'italien, l'allemand sont littéraires, c'est des grandes phrases construites, etc. Un Donc je grand pense que c'est vocabulaire. Ouais. voilà. Donc je pense que c'est ce qui veut pas dire que l'anglais est pas littéraire et que le chinois le sont pas, mais je pense qu'il y a il y a des langues efficaces et des cultures efficaces. Et nous, on est plus dans l'intellectualisation, la philosophie, la pensée, et un peu moins dans l'action. Non, c'est assez
pertinent d'avoir ce point de vue. On parle souvent des pays avec des high context and low context, donc des pays dans lesquels il faut beaucoup de contexte pour avancer, souvent en Asie d'ailleurs, le réseau, je connais quelqu'un, on me reconnaît. Les pays où le contexte est très rétréci, les US, le Royaume-Uni, où en gros c'est straight to the point, on fait le business directement. Mais ce point de vue dans lequel on a, nous, une tendance à intellectualiser, à aimer ce débat, cette contradiction, et finalement la capacité à édicter des normes qui après finalement sont suivies par tout le monde, hein, Absolument. le GPRD ou sur la partie environnement, c'est pas que négatif, ça permet aussi de donner des cadres pour se porter vers l'avant. Parlons un peu maintenant de French Founders. Comment tu décrirais le modèle? Au départ, c'était un club de membres. Aujourd'hui, il y a plus de choses. Alors, tu n'es plus opérationnel avec eux, mais tu es quand même associé, donc je pense que tu peux en parler. Et du coup, comment vous avez développé ce business qui est foncièrement et fondamentalement international? Et comment, en gros, la partie Asie a joué dans le développement de French Founders? Alors, French Founders, c'est un réseau de dirigeants francophones qui est présent un peu partout dans le monde et qui a pour vocation à favoriser l'entraide et le partage entre les dirigeants. Donc ça, c'est le socle, et ça reste le socle aujourd'hui de French Founders. Même si effectivement, depuis, je dirais à peu près 3 ans, il y a eu de nouvelles activités qui sont arrivées. Ces nouvelles activités, elles sont arrivées, comme toujours chez French Founders, en fait, par la co-construction à la demande des membres. En fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des besoins au-delà du partage d'expériences et de bonnes pratiques et d'entraide entre dirigeants. Il y avait des sujets qu'on n'adressait pas parce que les membres de French Founders voulaient investir dans des startups ou voulaient apprendre à investir dans des startups. Donc, on a commencé par monter un club d'investissement et puis ça n'a pas suffi à nos membres. Donc, il y a eu un fonds qui a été monté. Voilà, donc ça a été la genèse de la partie investissement. Ensuite, quand tu gères des milliers de chefs d'entreprise francophones, ces gens-là, ils ont la même vie que tout le monde, donc ils changent de pays, ils ont envie de changer de job, de changer d'entreprise, ils ont besoin de recruter. Donc très naturellement, on a commencé à faire des mises en relation, des introductions en disant tiens, il y a machin qui arrive à San Francisco. Est-ce que tu peux lui présenter un peu le marché du travail et puis peut-être lui faire des intros, etc. Et puis on s'est rendu compte que non, finalement, il fallait vraiment qu'on accompagne ça. Et donc, il y a eu d'abord, et là aussi, ça s'est fait en plusieurs temps, d'abord une espèce de marketplace de talents qui s'est créée. Et puis la marketplace de talents, elle adressait pas tous les besoins. Donc, il y a eu aussi on a monté quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la chasse. Donc, il y a une activité chasse de tête aujourd'hui au sein de French Founders. Et puis sur la partie de business développement qui était quasiment la plus évidente, mais aussi celle dont on se méfiait le plus, parce que c'est hyper important au sein du réseau de garder des échanges qui soient des échanges non mercantiles, puisque tu vois la vision et l'ambition, c'est vraiment de favoriser le partage et l'entraide. Ouais, pas d'avoir des pitchs commerciaux. Exactement, parce qu'il faut beaucoup sur LinkedIn et ailleurs. Voilà, et puis il y a plein de réseaux pour le faire qui existent aujourd'hui. C'était pas le but et c'est toujours pas le but de French Founders. Mais bien évidemment, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de se développer. Enfin, il n'y a pas un chef d'entreprise, mais que tu parles du chef d'entreprise start-up ou chef d'entreprise d'un grand groupe. Hein, c'est tout le monde a la même intention, qui est de développer et de faire davantage de business. Et donc, il y a aussi eu un développement de solutions, de vente de solutions business pour aider les entreprises à se développer. Et ça, je pense qu'on peut revenir dessus. Ensuite, comment French Founders s'est développé et l'importance de l'Asie. Et surtout, est-ce que tu vois une différence entre la manière dont vous avez développé, à l'époque en tout cas, aux US et en Asie où tu as passé plusieurs années? Ce n'est pas les mêmes tailles de communauté non plus. Et juste curieux de savoir en termes de go-to-market, comme la start-up et la scale-up que vous êtes, est-ce qu'il y a des différences dans l'approche de ces deux marchés? Oui, alors en fait, j'ai rejoint French Founders très au début, mais quand je suis arrivée, il y avait déjà une communauté new-yorkaise en particulier qui était assez importante.
Et je dirais que la croissance en Europe et aux US, elle s'est faite de manière assez organique, c'est-à-dire que les membres sont arrivés et ont constitué des communautés. Quand je suis arrivée en Asie, j'ai pris une approche assez différente. Il y avait déjà une communauté qui existait, mais qui était assez petite et qui était en particulier sur Shanghai, Hong Kong et Singapour. Et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder là où on avait des trous dans la raquette. En fait, un groupe, il est riche quand il est divers. Quand tu as uniquement des business angels, c'est un groupe de business angels, c'est pas un groupe de dirigeants. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé quelles étaient les industries dans lesquelles on avait des membres déjà existants, ou dans quel type d'entreprise ils dirigeaient, et ville par ville, et surtout Hong Kong et Singapour, parce que Shanghai était déjà assez équilibré. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des très gros déséquilibres. Hong Kong, c'était beaucoup de chefs d'entreprise à la tête de PME, et il y avait très peu de gens en fait qui étaient qui étaient des dirigeants corporate. Il y avait très peu de gens, il y avait un peu de gens dans l'investissement, mais il y avait très peu de corporate. Et en fait, ce qui est intéressant pour des dirigeants de start-up ou des dirigeants de PME, c'est aussi d'échanger avec des corpos. Et c'est aussi d'échanger avec des gens dans le luxe et des gens dans l'hospitality et dans la food et dans la finance, etc. Et donc, en fait, on a construit les communautés en Asie un peu différemment puisqu'on a eu une intention dans le développement pour construire un premier cercle qui était très équilibré ou rééquilibrer le cercle qui existait pour ensuite constituer un socle sur lequel on allait pouvoir construire au fur et à mesure. Donc en fait, j'imagine que c'est quasiment une espèce d'équilibre et d'arbitrage entre des zones où tu as des gros volumes de francophones. Donc on peut imaginer effectivement New York, Londres. On dit souvent que c'est les sixième ou dixième villes de France. Oui, Là, tu as d'emblée de la diversité quand tu fais ton maillage. exactement. Endroit, je crois que Shanghai, de mémoire, ça doit être 30 000 Français. Alors francophones, tu en as plus, mais on va C'était. dire que voilà, c'était, mais c'est peut-être un peu moins maintenant. Singapour, je pense, à peu près pareil. Donc c'est intéressant, ça veut dire que quand tu es sur des populations plus petites, tu as une espèce de seuil minimal, à la fois de volume et de qualité, pour qu'en Tout gros à son fait. réseau prenne et que l'entraide entre des groupes qui se parlent pas forcément tous les jours commence à donner envie aux gens d'aller dans les events et de se connecter. Exactement. En fait, tu as un seuil minimal, tu as raison, de quantité, de nombre de membres, de qualité, parce qu'il faut effectivement que ce soit des profils qui correspondent, puisqu'on parle de dirigeants, et de diversité. La diversité, elle est fondamentale. Et la diversité, tu peux l'apporter localement. C'est ça qui va donner à une communauté de membres, par exemple à Hong Kong, à Singapour, son intérêt. Et après, tu peux la construire beaucoup plus large. Parce que le principe de French Founders aussi, c'est de favoriser les échanges, bien évidemment, au-delà de la ville d'attache de chaque individu. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait créé encore aussi quelque chose qui n'a pas beaucoup servi pendant le Covid, mais qui marchait beaucoup avant et qui remarche, je pense, très bien aujourd'hui, qui sont les trip planners qui permettent de dire, bah voilà, par exemple, j'habite à Singapour, enfin, je travaille à Singapour, mais je vais être demain à New York, et voilà, et donc ça prévient les équipes locales. Mais la diversité, elle se construit aussi au niveau régional. C'est comment tu vas faire pour que tes différentes communautés de membres, elles soient complémentaires et elles puissent s'enrichir mutuellement au niveau régional. Et pareil pour les équipes d'ailleurs. Mes collaborateurs en Asie avaient pas forcément tous les mêmes compétences et les mêmes qualités. Il y en avait qui étaient plus forts sur certains sujets et ça permettait de tirer tout le monde vers le haut. Ok. Je vais passer maintenant peut-être sur une question un peu plus culturelle. Donc là, on a vu à peu près la partie business, expansion, cette diversité. Et en fait, quand on se lance en tant que francophone en Asie ou ailleurs, on est très vite associé à la diaspora des francophones de l'étranger. Et ça fait toujours un peu bizarre au début parce que et moi, en tout cas, je me souviens quand j'ai quitté la France il y a une dizaine d'années. Généralement, les 2, 3 premières années, on est
je dirais pas anti-France, mais on dira c'est bon, on s'est débarrassé de toutes ces vieilleries, de la lenteur dont on a parlé avant. Et là, c'est bon, c'est super, on est en Asie, ça pulse, on fait du business. Et puis après, finalement, on se rend compte que c'est pas si mal d'être avec des personnes qui nous comprennent. Comment toi, tu vois la communauté des francophones dans ces différents pays? Est-ce que les francophones qui vivent aux États-Unis sont différents des francophones qui vivent en Asie en termes de le nombre d'années qui passent, le type de profil, ce qu'ils recherchent? Alors, je pense qu'il y a, je pense que les profils expats sont assez similaires partout dans le monde. Je pense que ce sont des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, une fibre intra ou entrepreneuriale. Tu pars pas à l'étranger pour des questions de confort. Alors, bien évidemment, on a tous en tête l'expat d'il y a 20 ans qui Ouais. vivait avec des méga On peut packages, etc. l'imprimer. Mais ça a pas mal changé. Et je pense, enfin, tu vois, dans les membres que j'ai pu rencontrer, notamment en Asie, je pense à un en particulier qui a monté une filiale d'un grand groupe de luxe dans les années 80 à Pékin. Alors certes, il avait probablement un très beau package, mais Ça je devait être sais pas. Mais assez pionnier quand même. il faut être il faut être solide, il faut être entrepreneur, il faut être sérieusement entrepreneurial et entrepreneur dans l'âme et être capable de prendre des risques et de bouger vite, de se remettre en question pour faire ça. Donc je pense que ça c'est et ça je l'ai vu euh, à peu près partout, puisque, enfin, donc, je me suis occupée de French Founders en APAC pendant 4 ans, mais je me suis occupée de tout le reste aussi avant. Et ça, pour moi, c'est vraiment très commun. Et qu'on parle d'un expat dans une start-up, dans une PME, dans un grand groupe, et qu'il soit d'ailleurs dans une entreprise française ou pas. C'est vraiment des gens qui sont capables de se remettre en question, capables de sortir de leur zone de confort, Mhm. entrepreneuriaux. Bon, voilà, ça je dirais que c'est le point commun. Et tu as deux types de profils dans ce qu'ils attendent. Tu as ceux qui viennent faire un coup, qui viennent développer une boîte, accélérer une boîte suite à une levée de fonds, par exemple. Et ça, c'est plutôt dans les start-upers. Ou qui viennent faire un coup parce que dans un grand groupe, si t'as pas la Chine dans ton parcours ou les US dans ton parcours, tu peux plus avancer. Et puis t'as ceux qui sont finalement, alors je les appellerais un peu citoyens du monde, ceux qui sont français mais qui, en tout cas d'origine, mais et qui sont pas forcément détachés de la France pour autant, mais qui n'envisagent plus leur vie ailleurs qu'à l'étranger. Je pense qu'en Asie, il y a peut-être une tendance à rester un peu plus longtemps, et Ouais, il faut notamment, aussi du temps pour s'immerger, prendre ouais, racine. C'est pas des pays, on en parlait avec les US. Les US, tu connais, t'as à peu près tes repères ou t'as la langue. C'est vrai qu'en Asie, en fonction du pays et de la ville, tu peux déjà avoir besoin de un an et demi pour comprendre ce qui se passe, quoi. oui, et puis en Asie, j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui y sont depuis très longtemps. Et j'ai un peu la même chose, et j'ai un peu vu la même chose en Amérique latine aussi. Euh, Intéressant. les États-Unis, c'est un peu un in and out, Ouais, fly in, fly out, comme on dit, FIFO. voilà. En tout cas, plus souvent. L'Asie, tu as quand même l'impression que les gens y restent et avec des pays qui sont où c'est encore plus marqué. Le Japon, par exemple, Ouais. tu commences au Japon, t'en as quand même beaucoup qui vont finir au Japon et qui deviennent japonais. Ouais. Hong Kong, le nombre de gens qui sont à Hong Kong depuis plus de 10 ans. Bon voilà. Donc je pense que tu as un peu ces deux. Voilà ce que je vois un peu en termes d'attente et de profil sur ces expats. Comment tu définis ce que c'est qu'un réseau et toi qui en as bâti, quels sont les indicateurs que tu regardes pour te dire qu'un réseau est sain, se développe bien, va dans la bonne direction? Alors il y a deux types de réseaux. Hein. Il y a le réseau personnel. Ouais. Enfin le réseau que chaque individu va construire autour de lui, et puis après il y a les réseaux. Euh,
je pense que dans tous les cas, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Beaucoup d'engagement. Et alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Je pense que nulle part tu peux faire sans réseau. C'est-à-dire que même moi qui suis rentrée en France depuis 6 mois, le réseau, c'est absolument clé dans tout. C'est un gros investissement. Le réseau, c'est quelque chose que tu dois travailler tous les jours. C'est un peu comme du sport, en fait. Il y a une, j'aime bien la notion d'écologie personnelle. Et un réseau, ça fait partie de ton écologie personnelle. Ça fait partie des choses que tu dois groomer tous les jours. Donc tous les jours, tu dois passer du temps à échanger avec les gens qui sont importants, intéressants, qui sont dans ton écosystème. Et en fait, c'est ça, tu crées un écosystème autour de toi et tu l'entretiens. C'est comme un jardin. Et comme quand tu construis, comme quand on a construit French Founders en Asie, c'est qui j'ai envie de mettre dans mon jardin, qui j'ai envie de faire grandir, qui j'ai envie d'arroser, à qui j'ai envie d'entourer par d'autres jolies choses. Enfin voilà, c'est ça un réseau. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'un réseau grandit et qu'est-ce qui fait qu'un réseau est sain, ou alors les réseaux. Pour moi, les indicateurs, c'est qui tu as dans ton réseau, et c'est le feedback. Qu'est-ce que vont te dire les gens de ce qu'ils retirent du réseau dans lequel ils sont, et les gens qui sont importants pour toi. Mais parfois, ça peut être intéressant de voir aussi les gens que tu n'as pas envie d'avoir dans ton réseau, savoir où ils sont et pourquoi ils y sont et ce qu'ils en retirent. Et un réseau sain, c'est un réseau qui t'apporte et auquel tu peux apporter. Je ne crois pas que un réseau dans lequel tu ne fais que prendre est un réseau sain, ni pour toi ni pour les autres. De toute façon, tout est un sujet de donnant, c'est donnant. Très clair, très clair. J'ai deux questions plutôt sur pas le retour en France, mais le lien entre, alors si ce n'est la France, en tout cas le pays francophone, puisque là on a décidé de faire ce podcast en français. Qu'est-ce que la diaspora des francophones attend de leur pays d'origine quand ils sont à l'étranger? Parce qu'il y a souvent une relation un peu compliquée. Parfois ça nous manque, parfois on est content de s'en être débarrassé. On a quand même très envie de retourner en vacances à Noël et pendant l'été. Comment t'expliques un peu cette ambivalence que tu as quand tu es expat, voilà, en corporate ou en start-up, avec ton pays d'attache? Écoute, j'en ai aucune idée. On est effectivement tous dans une relation amour des amours avec notre pays d'origine. La France est à la fois un pays merveilleux et très compliqué à vivre. Je pense qu'on apprécie davantage la France quand on l'a quittée, parce qu'on comprend à quel point on est protégé par nos institutions, ce que les Français qui n'ont pas quitté la France ne voient pas bien. Mais c'est aussi, comme on est très protégé et qu'il y a beaucoup et qu'il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de couches de protection, c'est aussi un pays qui est compliqué à bouger et à vivre au quotidien quand tu as vécu autre chose. Donc, je sais pas pourquoi on est moi en tout cas, ma relation à la France, c'est ça, c'est que j'adore la France. Tous les matins, je longe le Louvre pour venir bosser, c'est génial. On a une sécurité sociale, on a une assurance chômage, l'éducation est encore gratuite. On sait qu'on mange pas de la viande piquée aux hormones et aux antibiotiques, etc. Et en même temps, je m'agace sur les lenteurs, sur le fait que ça fait 6 mois que je suis rentrée, que j'ai toujours pas reçu ma carte vitale et que je suis toujours pas couverte. Mais en fait, t'as la même chose avec tous les pays dans lesquels tu vas vivre. Tu vois, quand j'ai vécu aux États-Unis, j'avais aussi des choses que j'adorais sur les États-Unis et des choses que je détestais quand j'ai vécu à Hong Kong aussi. Donc en fait, on a la même relation à chaque pays. C'est juste que on se pose la question par rapport à la France parce que c'est notre pays d'origine. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui t'es plus français que singapourien? J'en sais rien. Est-ce que je suis plus française que américaine que hongkongaise? Je suis pas sûre.
Donc pour moi, la question, elle se pose pour chaque pays dans lequel tu vis, plus que uniquement le pays dans lequel, enfin, que le pays dont tu viens. Disons que c'est peut-être effectivement vrai dans ta première, ce côté détachement, amour des amours, peut-être vrai sur le premier déplacement. Que le premier, il est toujours assez important. C'est peut-être comme le premier enfant pour ceux qui font des enfants et qui en ont plusieurs. Mais c'est vrai que quand tu fais plusieurs pays, notamment quand tu as fait des pays nord-américains, européens, asiatiques, au final, ils se ressemblent tous comme un endroit où tu fais des choses avec des gens particuliers, une culture particulière, et puis après tu changes. Et c'est vrai que plus tu les cumules quelque part, plus cet effet de mobilité où tu te dis, bon, finalement, ces pays sont tous différents les uns des autres, mais tu peux presque les intervertir dans ta carrière et dans ta manière de voir en gros chaque contexte. Ouais, et puis chaque pays a ses bons côtés, ses mauvais côtés, chaque culture aussi, et finalement rien, enfin l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs pour de vrai. Hum. Alors, toi, du coup, maintenant, on a le droit de t'appeler une impatriée. Oui. Un concept que je trouve intéressant parce que alors, les expats, expatriés, on en a souvent beaucoup parlé, c'est quelque chose d'établi. Maintenant, il y a quand même une vague de francophones qui reviennent en Europe avec leur réseau, leur qualité, leurs envies, donc c'est des impatriés. Comment tu prépares le retour et surtout la question par rapport à ce thème du VP APAC et du business, comment tu valorises ton expérience à l'étranger et comment tu gardes tes réseaux moi, ça m'a l'air compliqué, mais peut-être que tu as une bonne réponse à ça. Non, je pense pas. Je peux te partager mon expérience. Premièrement, moi, j'ai vraiment préparé notre retour en France comme une nouvelle expatriation. C'est-à-dire, je me Ok. suis jamais dit, je rentre à la maison, ça va être facile. Je me suis dit, tu rentres dans un pays dans lequel t'as pas vécu depuis 10 ans, donc c'est forcément différent de ce que tu as connu. Donc oui, tu connais la langue, mais à New York, tu connaissais la langue aussi. Euh, mais tout est différent, il faut tout réapprendre. Et et comme quand on est arrivé à New York, comme quand on est arrivé à Hong Kong, on sait qu'il va y avoir entre 6 et 18 mois qui vont être compliqués. Et puis la France t'attend pas. C'est compliqué de rentrer en France d'un point de vue administratif, ne serait-ce que, et alors ça je le dis à tous les gens qui veulent rentrer et qui me contactent depuis l'étranger, trouver un logement quand tu rentres en France, c'est l'enfer. Sans tes trois Euh, feuilles de paye, tout ça, sans ton historique bancaire. Exactement, exactement. Il y a deux ou trois, il y a deux ou trois réseaux qui existent de location d'appartements entre expats ou de location de d'appart-hôtel destinés aux expats. Ça, franchement, ça sauve la vie de tout le monde. Mais donc ça se prépare vraiment comme une expatriation. Faut surtout pas se dire c'est facile, je rentre à la maison. On rentre tous aussi parce qu'on a des parents vieillissants et on se dit ah ben on veut se rapprocher des parents, super. Euh, je le disais à quelqu'un que tu connais ce matin, euh, oui mais pas trop. Faut pas oublier quand même que dans mon cas, moi j'ai vécu 10 ans à l'étranger. On voyait nos familles une fois, deux fois par an. Mhm. Et finalement, de devoir les revoir tous les week-ends, parce qu'ils attendent ça, hein, qu'on les voit tous les week-ends, etc., c'est trop. Parce que Oui, la question c'était aussi du côté professionnel, comment en gros tu valorises ce retour, comment tu Euh, gardes ton réseau ouvert pour des opportunités, parce que alors, tu... Oui. ouais, comment tu valorises ton retour, ton expérience à l'étranger? Bah, c'est compliqué. Je suis pas sûre que ce soit valorisable, et je pense même que ça n'est pas valorisé. On parlait tout à l'heure du côté entrepreneur ou intrapreneur des expats, capacité à se remettre en question, capacité à prendre des risques. J'ai l'impression que l'expat, il est un peu vu comme l'électron libre, ingérable, qui va avoir des attentes énormes, beaucoup besoin d'autonomie, pas capable de s'adapter à des contraintes, etc. Donc je pense que c'est compliqué de rentrer et de valoriser ça. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a des entreprises qui comprennent bien la valeur des profils internationaux et en particulier dans l'univers de la tech. Je pense que la tech est aujourd'hui le milieu le plus ouvert professionnellement et comprend ce que quelqu'un qui a
vécu à l'étranger et toutes les expériences qu'il a pu avoir et le type de caractère qu'il a sont des vrais atouts. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même dans ces milieux-là que c'est le plus facile. Bon, après, tu as le luxe, hein, bien évidemment, mais le luxe, finalement, c'est en général quand tu bosses pour un grand groupe de luxe ou un grand groupe en général à l'étranger, ils te retrouvent un poste en France, donc c'est pas très compliqué. Mais je pense que c'est le milieu de la tech qui est le Ouais. plus ouvert et le plus propice. Comment est-ce que tu maintiens un réseau? Alors c'est très compliqué. Mon cas est peut-être un petit peu particulier puisque mon métier c'était de construire un réseau avant de rentrer à Paris. Mais en fait j'ai eu le sentiment d'être quand j'étais à Hong Kong ou à New York, j'étais personne dans ces villages, j'étais complètement anonyme, mais j'avais un rôle à jouer dans une communauté qui était la communauté francophone, française en général. T'arrives en France, bah, t'es personne tout court. Intéressant. Comment tu construis ton réseau? Bah, en fait, tu dois faire un effort qui est de réintégrer ou intégrer des réseaux existants. Moi, je suis restée chez French Founders, mais c'est assez logique. Mais il y a plein d'autres réseaux dans lesquels tu peux te mettre. Et alors, très étonnamment, et ben, je suis dans un réseau. Mes amis sont des expats. J'allais dire, il faut un Impact Founders ou Expat Founders à Paris pour les gens qui reviennent comme ça d'étrangers. Alors, French Founders est assez gros en France, donc tu as ça. Mais même à titre personnel, les gens qu'on voit aujourd'hui sont des anciens de Hong Kong, de Singapour, de New York, parce que on a des choses en commun. Je racontais ce matin encore à cette personne que je voyais quelque chose qui m'a vraiment stupéfaite. On est allé dîner chez des gens qu'on connaît depuis très longtemps, dont on était très proches avant de partir de France. Et en fait, on est rentré chez eux, c'était le même appartement, ils étaient au même endroit, ils avaient la même conversation qu'il y a 10 ans, et c'est terrifiant. Ouais, c'est le coup de flip. C'est le coup de flip. Ouais. Et je comprends, enfin, tu vois, tu vois, en gros, ils ont pris la conversation là où on l'avait laissé il y a 10 ans, mais nous, en 10 ans, on a fait tellement de choses différentes. Et en fait, c'est nous qui avons changé. Et eux aussi ont probablement changé, mais on n'a juste pas changé dans la même direction. Et c'est pour ça que je te dis que une impatriation, ça se prépare comme une nouvelle expatriation, parce qu'en fait, t'as plus tes repères. Alors oui, l'opéra est toujours au même endroit, le Louvre aussi, et les calanques de Marseille et tout ça, c'est toujours au même endroit, mais tout a changé, à commencer par toi et tes attentes, etc. Donc finalement, tous tes réseaux changent et il faut tout reconstruire. Et il faut s'appuyer sur ce qui existe. Donc, ce qui existe, bah, c'était des anciens contacts de l'étranger, parce que c'est quand même ceux qui sont les plus frais. Tu réactives pas un réseau local 10 ans ou 15 ans après, surtout si tu l'as pas entretenu. Et je conseille de l'entretenir quand même. Mais tu reconstruis tout en fait. Donc tu t'appuies sur ce qui existe, un French Founders. Alors les chambres de commerce n'existent pas à Paris, mais elles existent en région. Bah voilà, moi c'est des réseaux comme la French Tech, Impact France, les réseaux Bicorp, entreprises à mission, etc., etc. C'est vrai qu'en 10 ans aussi, le paysage a bien changé. Et c'est vrai que toutes les entreprises de technologie et maintenant d'impact que tu mentionnes, il y a 10-12 ans, quand on est parti, c'était naissant, c'était pas un gros écosystème. Maintenant, c'est des boîtes qui sont dans le Next 40, le Next 120, enfin, il y a plusieurs Exactement. catégorisations. Et c'est vrai que c'est aussi des entreprises qui ont des besoins impératifs de croissance internationale. Elles ne peuvent pas réussir juste dans l'hexagone. Donc c'est peut-être des bons points d'atterrissage, en plus des grands groupes très exposés à l'international pour des gens qui reviennent de l'étranger et qui veulent quand même garder un peu cette dynamique. Ouais, et puis on parlait tout à l'heure de rapidité. Le monde de la tech est rapide. Donc un profil international qui a connu les rythmes à l'étranger, enfin en dehors d'Europe, est un atout pour une boîte pour une boîte tech. Ah, c'est un bon rapprochement. Super. Pour finir, une question logistique que je pose à tout le monde, même si tu voyages peut-être un peu moins.
quand on est VP APAC, on est souvent dans l'avion avec sa petite valise et dans les hôtels impersonnels. C'est pas l'objet que tu avais à chaque fois avec toi dans ta valise, que tu as peut-être encore. C'est triste, un chargeur. D'accord, waouh, t'es vraiment très pro, hein. Il n'y a pas de histoire d'être vraiment opérationnel 24 sur Non, 24. il y a plusieurs choses que j'ai toujours sur moi, parce que en fait, quand tu voyages beaucoup, en fait, t'as toujours une valise prête, et donc t'as ta pochette avec tes trucs techniques, donc tes chargeurs, ta Kindle. Ouais. Quand on se Euh, retrouve dans le carafe entre deux avions et qu'il n'y en a pas de lecture, ça devient long. Voilà, et puis et un carnet pour prendre des notes, mais voilà, c'est pas très Très bien. pas très original. Efficace quand même, efficace quand même. Est-ce que tu veux donner un dernier conseil à des personnes qui nous écoutent et qui se sont tentées par l'international et l'Asie en particulier? C'est quoi la première bonne chose à faire? Je pense que la première bonne chose à faire, c'est d'y aller avec un esprit hyper ouvert, et de se dire que de toute façon, on apprendra et qu'on va s'enrichir. Que ce soit difficile ou facile, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est hyper facile d'arriver à l'étranger, n'importe où. De toute façon, c'est formateur. Enfin, moi, ce que j'adore dans l'expatriation et même là dans le fait de rentrer, c'est que au bout de quelques mois, ton cerveau il a pris tellement cher qu'il est complètement rewired. Donc c'est un décrassage de voilà, c'est un décrassage de cerveau qui est, je trouve, génial. Donc voilà, donc je dirais, peu importe quel est le pays et peu importe que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon, ça fait grandir et ça enrichit et rien que ça vaut le coup. C'est vrai que j'ai le souvenir, quand je suis parti en 2012, j'avais une bonne position en France, mais je commençais à m'ennuyer et je me disais, je vais finir à 50 ans, vieux, sans avoir vu ma vie passer. Et voilà, je partais à l'étranger sans savoir du tout où j'allais atterrir et j'y suis encore 10 ans après. Donc le côté garder son cerveau sous tension, si vous nous écoutez, que vous vous ennuyez, allez faire un tour à l'étranger, ça vous réactivera et c'est effectivement des expériences qui sont très enrichissantes et qui vous solliciteront beaucoup. Catherine, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se reverra rapidement à Paris dans le cadre de French Founders dans ce cas-là. Ouais. Merci à toi, Martin, et très bonne journée. Ciao. Super, merci. Bonjour et bienvenue sur VP APAC, le podcast qui s'intéresse à l'ouverture des marchés de la zone Asie-Pacifique pour les entreprises du digital et de l'innovation.